Mesdames, Messieurs, bienvenue sur CamNews 24 TV et ITFM 103 en direct de Garoua, votre rendez-vous incontournable pour des discussions enrichissantes sur l'actualité et le développement de notre région. Aujourd'hui, dans cette émission, nous avons le plaisir de recevoir un invité de choix, M. Hamidou Falama, délégué d'arrondissement de l'agriculture de Madingring, reconnu pour son engagement et son expertise dans le secteur agricole. M. Falama partagera avec nous ses réflexions sur les défis actuels et les opportunités qui se présentent dans le domaine de l'agriculture dans la région du Nord au Cameroun. Mesdames, Messieurs, nous accueillons avec honneur M. Falama. Bienvenue sur le plateau de CamNews 24. Merci, ravi d'être ici parmi vous, M. Boubacar Adama. Merci, M. Falama. Avant de débuter notre échange, Mesdames, Messieurs, nous vous proposons ce reportage d'inauguration de magasins de conservation doyens d'une capacité de 3000 tonnes. Ça a été fait par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, son Excellence Gabriel Mbairobe. La commune de Garoua 2e a célébré une étape importante pour l'agriculture locale, l'inauguration officielle du magasin de stockage des oignons à Ouastang. Un projet ambitieux financé par le projet d'appui au développement des filières agricoles PAD-FA2. L'avènement a été honoré par la présence de son Excellence Gabriel Mbairobe, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qui a souligné l'importance de cette infrastructure. D'une capacité impressionnante de 300 tonnes, ce magasin innovant intègre un système d'énergie solaire permettant une réduction significative des coûts énergétiques, un pas vers une agriculture durable et moderne. En parallèle, des arbres ont été soigneusement plantés aux abords de la structure, contribuant à l'embellissement et à l'écologie locale en tant que brise-vent. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique visant à soutenir les agriculteurs locaux et à promouvoir un développement durable dans la région. Un avenir promoteur pour l'agriculture à Garoua 2e. Voilà, Mesdames, Messieurs, nous venons à présent de suivre ce reportage d'inauguration de magasins de conservation doyens dans l'arrondissement de Garoua 2e, un pas vers le développement local. Alors, Mesdames, Messieurs, la sécurité alimentaire et le rôle de l'agriculture locale fera l'objet de notre thème de ce partage entre M. Hamidou et CamNews 24. Pourquoi, M. Hamidou, vous êtes sur le plateau de CamNews 24? Sûrement, c'est la première fois. Alors, qu'est-ce qu'on entend par agriculture? Bon, l'agriculture, c'est un terme qui définit justement les activités transformant le milieu naturel. Le milieu naturel pour la production végétale et animale, utile pour l'humanité, ou bien pour les humains. Effectivement. Alors, M. Falama, pourquoi est-il important de promouvoir l'agriculture locale pour garantir la sécurité alimentaire? Vous savez, parler de la sécurité alimentaire, c'est un terme très varié et vaste. Et la sécurité alimentaire, quand on parle de la sécurité alimentaire, il y a beaucoup des aspects à prendre en considération. Il y a d'abord l'accès à la production, l'accès aux denrées alimentaires, les moyens d'existence et également les moyens pour acheter et les voies d'entrée, c'est-à-dire le marché. Donc c'est à partir de là qu'on voit la sécurité alimentaire et ça ne se limite pas seulement au niveau des produits agricoles. Donc même les produits d'élevage, les produits importés, tout ça, ça entre et on essaie de coordonner, voir avec la population, est-ce qu'il y a corrélation entre les moyens d'achat, les moyens d'accès aux produits et les moyens pour stocker les produits, tout ça, ça entre dans la sécurité alimentaire. Donc, si on parle de la sécurité alimentaire comme l'importance de l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire, c'est tout à fait normal. Notre pays importe plus de 600 000 tonnes du riz. C'est un déficit. Par an ou par an. C'est un déficit réel pour le Cameroun. Et si nous prenons maintenant notre agriculture,
son importance, c'est d'abord limiter ces importations. Et si on limite ces importations, ça veut dire qu'on produit localement. Quand on produit localement, il y a la main-d'œuvre. Il y a la main-d'œuvre, et cette main-d'œuvre, c'est de l'emploi qu'on donne aux jeunes. Et quand on parle de la sécurité alimentaire, il faut avoir les accès, c'est-à-dire les pistes agricoles, aménager les routes pour permettre l'écoulement. Ça aussi, c'est des moyens. À ces côtés, ajouter la consommation de Made in Cameroun, tout ça. Pour booster l'économie locale. Voilà. Donc, si on produit localement, il faut comprendre que même le prix, par exemple, d'un kilo du riz sera encore à la baisse par rapport au riz importé. Pourquoi? Parce qu'il y a les coûts des transports, le coût de la logistique, le coût des taxes et autres. Or, si nous produisons localement, tout ça c'est effacé et puis on peut vendre notre riz à moindre coût et c'est du riz de bonne qualité. J'ai pris juste l'aspect du riz. Effectivement, donc ça concerne tous les domaines. Oui. Si on comprend bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques obstacles auxquels vous faites face sur le terrain? Bon, les obstacles sont tellement nombreux, surtout dans la région du Nord, que je prétends connaître un peu. Il y a le problème des routes. Effectivement. Il y a le problème d'information. Il y a certaines zones où les populations n'ont même pas accès aux informations. Informations sur quel domaine, si on par peut être exemple, les informations sur les coûts des produits, les intrants agricoles, la qualité même des produits agricoles, où trouver les semences, où trouver les intrants à un bon prix. Tout ça, souvent, dans des zones reculées, les populations ont des difficultés d'avoir ces informations-là. Et qui est censé apporter ces informations à la population? Le gouvernement ou... Non, c'est tout le monde. Il y a d'abord le personnel du MINADER et du MINIPIA qui sont sur le terrain, mais il faut le reconnaître, les personnels sont en sous-nombre. Donc, il y a des zones où on parcourt des dizaines de kilomètres ou des centaines de kilomètres pour aller avec l'insécurité surtout. Avec l'insécurité, avec le coût élevé du carburant, tout ça, ça limite. Et les moyens sont aussi limités au niveau de ces agents de terrain. Donc, voilà pourquoi même les informations de la radio, des télévisions, tout ça, il y a des zones d'ombre où les populations n'ont pas accès à ces informations-là. Donc tout ça, c'est des difficultés que nous avons. Est-ce que vous prétendez mettre des mécanismes pour permettre à ces habitants-là d'avoir ne serait-ce que les premières informations en ce qui concerne l'agriculture? Bon, déjà, concernant l'arrondissement où je suis, il y a d'abord un forum que j'ai fait avec les chefs de poste et les grands producteurs, les Djaouro et autres. Bon, on se connecte souvent, il y a le problème des réseaux qui se posent, mais on s'arrange quand même à transmettre les informations qu'on a à notre niveau aux populations. C'est déjà un pas vers le développement. Donc, si on pouvait également le faire dans d'autres arrondissements de la région du Nord, mettre sur pied des forums pour des discussions, que ce soit sur WhatsApp, Telegram ou autre, plein de réseaux sociaux pour échanger. Question de permettre aux coopératives ou aux GIC d'être aussi en étroite collaboration avec la structure tutelle que vous êtes. Alors, est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques encouragements? Comment vous entendez encourager la consommation des produits locaux? Bon, pour dire qu'on va consommer nos produits locaux, il faut d'abord connaître ces produits. Connaître ces produits, c'est dire la production. Parce que quand on produit avec les pesticides, on dose les pesticides et autres, je pense que Made in Cameroun n'est plus parce que les pesticides, ce n'est pas le Cameroun qui produit. Voilà, même le goût au niveau de la récolte, du moment de la récolte, le goût n'est plus la même chose. Par contre, si on utilise l'engrais bio. Voilà, justement, nous sommes en train de travailler avec les chefs de poste, avec l'appui d'une ONG, la GIZ, dans la production des cultures purement bio. Et ça, je pense que c'est 100% camerounais. Et ça consiste à faire quoi quand on parle de culture purement bio? Donc,
culture purement bio, c'est en quelque sorte, pas en quelque sorte, c'est une production où il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas des engrais, il n'y a pas, disons, les désherbants chimiques, tout est fait à la main, c'est-à-dire on laboure avec le bœuf, on sème, on fait les sarclages manuels, on ajuste, on amende le sol avec du compost ou bien de la fumure organique ou bien des engrais organiques. Donc, concernant les pesticides, nous-mêmes, nous produisons déjà les produits bio, les pesticides bio à partir de nos produits locaux, à savoir les graines de lime, l'ail, les piments, même les oignons, tout ça, le savon, tout ça, c'est des produits que nous intégrons et c'est des pesticides à large spectre. Donc, et comment ces pesticides-là agissent? Donc, ça ne tue pas, c'est biologique, c'est en quelque sorte une lutte biologique. Hein. Ça renvoie, ça chasse, le produit chasse les agresseurs, les bioagresseurs, c'est-à-dire des insectes qui détruisent les plantes. Dès qu'on traite, ça les met hors du champ. Dans ce cas, qui est censé jouer ce rôle, la population ou le Minader? Bon, les deux. Les deux à la fois, il faut une collaboration. Parce que le Minader, son rôle, c'est quoi? C'est tracer une ligne. Et comme c'est des produits purement locaux et qu'on trouve à moindre coût partout dans le village, les populations eux-mêmes peuvent le faire puisque les agents du Minader sont là sur le terrain pour juste former ces gens-là. Les chefs de poste, les délégués d'arrondissement, les directeurs de CEAC sont auprès de ces populations pour transmettre ces techniques que nous avons appris. Le Minader nous donne des formations à travers les séminaires, à travers les ateliers. Nous, à notre tour, nous descendons sur le terrain pour implémenter ce qu'on a eu auprès des populations. Vous le faites combien de fois par mois, par an ou chaque fin de trimestre? Ça se passe comment? À chaque fois quand on a un atelier, on fait la restitution auprès des producteurs. On cherche les leaders dans les coopératives, dans les GIC, dans les villages. On les transmet. Et les chefs de poste également, s'ils n'ont pas eu la chance d'assister à ces ateliers-là, on les invite. Nous sommes donc des superviseurs de la transmission de ces connaissances-là auprès des producteurs. Et si jamais il y a des personnes volontaires qui veulent mettre ces techniques en application, nous sommes là pour les accompagner dans leur champ et essayer de corriger les erreurs, ainsi de suite. Et souvent, nous faisons ce qu'on appelle le champ école des producteurs. Effectivement, c'est une école, mais qui n'est pas une école classique comme nous connaissons. C'est au champ, c'est des observations, et puis des analyses des données observées, et puis la prise de décision par ces producteurs-là. Voilà comment nous procédons pour implémenter ce qu'on apprend auprès de nos producteurs. Et comment bénéficier de... Vous avez parlé tout à l'heure de sessions, peut-être de renforcement des capacités aux agriculteurs. Qui peut bénéficier de ces séminaires? De toute personne qui se présente, ou bien il faut se retrouver en GIC ou en association pour avoir accès à ces formations? En quelque sorte, les critères de participation. Au niveau des villages, c'est tout le monde qui vient. Toute personne volontaire est invitée. Mais vous savez, apprendre chez nous, c'est un problème. Ce n'est pas tout le monde qui va venir. On peut beau lancer le communiqué, c'est peut-être une dizaine de personnes. Et les producteurs sont des tomates. Tant qu'ils ne voient pas ce qui est fait, la première fois, c'est toujours difficile d'avoir des producteurs. Il faut qu'ils constatent le résultat. Sur le terrain avant qu'ils trouvent, s'ils ont leur intérêt en ce moment, eux-mêmes ils demandent. Est-ce que vous avez d'autres stratégies, question de vous rapprocher encore davantage de la population? La stratégie, c'est simple, c'est d'être gentil avec eux. Et en passant, quand on voit un champ qui a des difficultés, on s'arrête, on demande au propriétaire qui a ce champ-là, quand il se présente, on lui dit ton champ a tel problème, et pour corriger, nous vous suggérons telle démarche. Donc, il y a certaines qui acceptent, d'autres ne prennent pas ça au sérieux.
Et bon, généralement, c'est des grands producteurs qui acceptent nos conseils. Il y a des grands producteurs qui ont peut-être les 10-15 hectares. Eux, c'est déjà des entrepreneurs. C'est des entrepreneurs. Quand vous parlez des grands producteurs, à qui vous faites-vous référence quand on parle des grands producteurs? Quand on parle des grands producteurs, généralement, c'est ceux-là qui, toutes cultures confondues, ils ont au moins 20 hectares à exploiter. 20 hectares. Bon, pour être qualifié dans la catégorie de grands producteurs. Alors, normalement, la communauté est censée jouer quel rôle dans le développement de l'agriculture locale? Bon, quand on parle de la communauté, il y a d'abord, moi je vise d'abord les communes. Je vise les communes. Normalement, avec les compétences transférées des compétences transférées aux communes, on travaille, je prends mon cas particulièrement à Madingring. Je suis en très bon terme avec Madame le maire. Pour lui dire merci, je profite de cette occasion. Elle nous a offert une moto. Et comme j'avais la moto, nous on a dédié la moto à notre directeur de CEAC. Donc on a une très bonne collaboration. Et souvent quand je trouve que le problème est sérieux, je pars vers Madame le maire, je lui explique et elle accepte. Donc pas plus que l'année 2022, autant mieux pour moi, juste un rappel, on a travaillé avec elle sur la production des semences. Elle a financé la production des semences, je crois, à hauteur d'1 350 000. On a produit 4 hectares de semences. Après, quand on a produit, elle nous a demandé de trouver des producteurs, des petits producteurs qui n'ont pas les moyens pour acheter les semences et récompenser également les grands producteurs. Donc, c'est comme ça qu'elle a mis 1 350 000 dans la production des semences qu'elle a distribué aux producteurs et voilà. Et la supervision de la production de ces semences-là est entièrement faite par la délégation de l'agriculture. Donc, entre-temps, la population, elle ne doit pas rester aussi croiser les bras pour attendre tout venant de la mairie, que ce soit les chefs traditionnels aussi doivent contribuer. Non, pour dire vrai, le peuple camerounais, c'est un peuple tellement dynamique, j'apprécie vraiment, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Hein. Avoir le peuple comme le peuple camerounais, c'est des personnes qui travaillent, c'est un peuple très conscient. Mais quand on interpelle la communauté, c'est les chefs traditionnels, les autorités administratives, les communes, tout cela. Bon, dans une société, il y a certaines brebis égarées, mais c'est pas tout le monde. Ces communautés-là appuient sérieusement. Même par simple conseil, c'est déjà quelque chose. Et si nous demandons, par exemple, la mobilisation de la population, quand nous passons par les chefs traditionnels, on ne souffre pas. Dès qu'on donne le rendez-vous, on peut trouver que la population, elle est là, attentive, en train de nous attendre. Et on transmet nos informations. Donc, ça veut dire qu'il y a une parfaite collaboration entre vous dans le Mayorai. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, Monsieur Falama, nous allons prendre la première question de nos téléspectateurs qui nous suivent en temps réel. Voilà, il s'agit de Monsieur Ousmane Issa dans le Mayo-Louti qui demande pourquoi Voilà, sa question est la suivante. Pourquoi le résultat dans la création des GIG dure plus que les associations? Donc, il demande à savoir pourquoi lorsqu'on veut créer des GIG, ça met long par rapport à la création d'une association. Est-ce que la lenteur se trouve à votre niveau ou bien au niveau régional? Qu'est-ce qui peut expliquer cette lenteur-là au niveau de création des GIG? D'accord. Avant d'aller dans le Mayoré, j'étais ici dans la Benue. Bon, le problème dont il pose, je pense que si on remplit toutes les conditions pour obtenir son GIC ou bien sa coopérative, ça ne dure pas maximum, c'est 1 mois. 1 mois. Voilà. Et si il dit que
il y a les difficultés pour obtenir soit le certificat de son GIC ou de sa coopérative à temps. Moi, pour avoir travaillé dans ce service, je pense que il y a des éléments, s'il y a rejet, normalement, ça doit repartir là où le dossier est venu. Et si on n'a pas eu les moyens pour ramener le dossier à temps, ça va prendre un peu du temps. Mais dans la baignée, dès qu'il y a rejet, le même jour, on renvoie à la délégation départementale pour corriger. Et puis bon, le problème de Maïluti et des autres départements, je suis sûr que c'est le problème des distances. Oui. D'accord, nous espérons qu'il a trouvé une réponse à sa préoccupation. Alors, la deuxième question, c'est Madame Fadimatou Aïcha dans la Benue qui demande comment bénéficier des accompagnements dans l'agriculture. Donc, est-ce qu'il y a des GIC ou bien des coopératives, par exemple des partenariats? Vous avez fait mention tout à l'heure de la GIZ. Elle demande à savoir comment elle peut être bénéficiaire de cette offre-là. Pour être bénéficiaire, il faut d'abord se rassurer qu'on est dans une organisation de production. Un individu, bon, il peut avoir son appui, mais appuyer individuellement une personne, c'est un peu compliqué. Effectivement, et surtout dans notre région. Voilà, puisque nous sommes déjà très nombreux. Auparavant, il y avait le FONADER qui appelait quelqu'un Ousmane, tu avais déposé ta demande pour l'accompagnement, c'est déjà bon, viens prendre. Et aujourd'hui, il faut se structurer, soit en coopérative, soit en GIC, soit en union de coopératives. Et pour cela, les appuis sont orientés dans les projets et programmes. Il faut donc avoir la chance d'être pris ou bien d'être sélectionné par un projet ou programme pour être appuyé, accompagné afin d'être bénéficiaire financièrement ou bien d'avoir votre projet bien financé. Donc, au finish, elle doit se rapprocher de la délégation d'arrondissement de l'agriculture, de son arrondissement, en tout cas, pour plus d'éclaircissement à cette question. Et voilà, Monsieur Falama, comment peut-on sensibiliser les consommateurs à l'importance des produits locaux? La sensibilisation, déjà, tout le monde sait. Moi, je prends toujours empiriquement le cas du riz. Tout le monde sait le riz importé n'a pas de goût. Et concernant même la qualité organoleptique de notre riz local, c'est tout le monde qui apprécie. Maintenant, le véritable problème de la consommation de nos produits locaux, c'est la transformation. Effectivement. Nous n'avons pas de structure adaptée à la transformation de nos produits. Ceux qui se débrouillent, ils font de manière artisanale. Et puis, la qualité, même si on est proche de la qualité, mais la qualité réellement, nous n'en disposons pas. Voilà ce qui est un peu gênant pour les producteurs, pour la consommation locale. Maintenant, concernant la production, moi je peux dire que toute la population du Grand Nord, c'est des ingénieurs agronomes. On les apprend peu sur les techniques de production. C'est peut-être le cas de la santé de ces plantes-là qu'on peut venir en aide, mais concernant les techniques de production, vraiment, ils sont calés. Il faudrait donc que les pouvoirs publics ou bien le gouvernement pensent à une véritable transformation de nos produits locaux pour accéder à la consommation locale made in Cameroun. Donc, est-ce que dans la région du Nord, on peut qualifier l'IRAD de bouclé? Est-ce que c'est une structure de transformation ou pas? Est-ce qu'il y en a quand même une structure de transformation des produits locaux dans la région du Nord? L'IRAD fait dans la recherche. Bon, elle se limite uniquement dans la recherche et la conservation des variétés trouvées. Donc, une fois que la variété est trouvée, l'IRAD met maintenant à la disposition de l'agriculture pour la vulgarisation et la production des masses.
Donc, elle se limite à ce niveau-là. Elle se limite à ce niveau, en ce que moi je sache. Donc, concernant la transformation, je pense que ça devrait être des initiatives privées accompagnées de l'appui de l'État. C'est ça qui nous manque. D'accord. Donc, nous constatons quand même qu'il y a des sessions de renforcement des capacités sur les transformations des produits locaux. Bref, concernant la transformation dans le domaine de l'agriculture, de la semence jusqu'à la consommation, il y a des ateliers que le ministère propose, que le ministère donne. Est-ce que ces ateliers sont pratiqués quand même dans les arrondissements surtout? Si quand on invite un délégué d'arrondissement, il vient, c'est à lui d'organiser l'implémentation de ce qu'il a appris. S'il a appris et aller rester chez lui à la maison, ça n'a aucun effet. Donc, le problème, c'est d'aller transmettre ce qu'on a appris au plus grand nombre de personnes. Bien que les équipements de transformation n'existaient pas, mais il y a des artisans qui font des petites machines, qui décortiquent le riz, qui écrasent le maïs. Ça, c'est des transformations à notre niveau. Si un entrepreneur agricole décide de produire et de transformer, il peut y avoir, il y a des initiatives ici, des coopératives qui font dans les transformations du riz, des transformations des farines de maïs, des transformations des pâtes d'arachide. Ça fait partie des produits made in Cameroun. Mais c'est le label. Comment garantir la survie de cette entreprise-là? Parce qu'on voit, on commence à un certain niveau, ça s'arrête. Non, il n'y a pas de suivi. Voilà. C'est un tas de problèmes. Alors, Monsieur Falama, est-ce que vous avez un message particulier à adresser à ceux qui nous suivent actuellement sur CamNews 24 et ITFM Centre? Donc, tout ce que moi je peux dire, le gouvernement seul ne peut pas transformer le visage de notre agriculture. Le gouvernement nous dessine une route, définit une politique. Maintenant, pour une véritable transformation de notre agriculture, il faut que le privé, le secteur privé prenne le relais, mette les moyens pour la transformation de nos produits si nous voulons Made in Cameroun. Sans cela, nous allons toujours tourner à l'agriculture de nos grands-parents. Hein. Parce que jusqu'à aujourd'hui, imaginez une région comme la région du Nord avec des très grands bassins de production. On produit, on vend, on produit, on vend. Même les provenderies de renom dans le Nord, on n'a pas. Si on veut faire par exemple l'élevage des poulets, il faut apporter la provence de l'Ouest Cameroun. Ils viennent acheter le maïs ici dans la région du Nord, ils partent transformer et ils nous ramènent. Et pourtant, il y a des grands hommes d'affaires qui peuvent créer des provenderies et on peut produire sur place. Voilà, donc il faut les expliquer lors des sessions de renforcement de capacité. C'est un message fort que vous envoyez à ces hommes d'affaires qui ont les capacités de nous ouvrir peut-être un centre de transformation des produits locaux dans la région du Nord. Donc, ne pas croiser les bras et attendre tout de l'État. Donc, il faut une synergie entre la population et les délégations d'arrondissement de l'agriculture. Si. Effectivement. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes ravis d'échanger avec notre invité, monsieur Mohamed Falama, Hamidou Falama, voilà, qui est venu accepter volontiers de partager avec nous son expertise et son expérience dans le domaine de l'agriculture et le développement local. Alors, mesdames, messieurs, le thème qui faisait l'objet de notre échange aujourd'hui était la sécurité alimentaire et le rôle de l'agriculture locale. Voilà, nous sommes très ravis d'avoir échangé avec vous, monsieur Falama, et nous espérons vous avoir encore pour les prochaines éditions sur le plateau de CamNews 24. Inch'Allah, je suis aussi très content. Merci, mesdames, messieurs, sur ce message que nous mettons en terme à cette édition spéciale
Entretien sur Camnews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau numéro de l'émission Entretien. Sur ce, on dit à Rama.